Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. L'Afrique est aujourd'hui considérée comme une terre d'opportunités économiques et financières. De l'optimisme avait été affiché sur le plan économique dans les années 2000 grâce à ses bonnes performances économiques. Un sentiment qui pourrait être conforté par la résilience dont fait preuve l'activité économique africaine face à l'épidémie de Covid-19 au regard de son impact à l'échelle mondiale. Le continent compte plus d'1 milliard d'habitants dont la moitié auront moins de 25 ans en 2050. Forte de sa diversité et de ses ressources naturelles, la région a les moyens de générer une croissance inclusive et de mettre un terme à la pauvreté sur le continent. Une dynamique est également enregistrée sur le plan démographique. 50%, comme je vous le disais, de la population est âgée de moins de 18 ans, une population plus engagée. Aujourd'hui, de fortes attentes ont été placées par les acteurs du développement sur les sociétés civiles africaines. Le monde est appelé aujourd'hui à compter de plus en plus avec l'Afrique, qui attire aussi les convoitises et fait face à toutes sortes de manipulations néocolonialistes. On va en parler ce soir avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Mahrez Lamari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant des droits de l'homme et des peuples. Vous êtes aussi l'ex-président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui et ex-secrétaire général de l'organisation panafricaine et de la jeunesse. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Lamari. Nous accueillons également Monsieur Mstafa Mouhoub, directeur de l'information à l'APS et journaliste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous avons également avec nous depuis Paris Monsieur Pascal Kossivi. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes enseignant, chercheur, président du Conseil des universitaires experts panafricains et vous étiez de 2012 à 2015 membre du haut panel de l'Union africaine pour la science, la technologie et l'innovation. Monsieur Kossivi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également avec nous depuis Bamako Monsieur Bakary Traoré. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes membre du Haut Conseil des Maliens. Merci. Vous êtes membre du Haut Conseil des Maliens en France et vous avez, on parlera de ce projet de créer un magazine en ligne sur la diaspora. Merci d'être avec nous, Monsieur Traoré. D'ailleurs, je commence par vous. On va parler de l'actualité aujourd'hui. Le Mali fait l'actualité malheureusement encore une fois. Un double putsch en moins d'une année. Le pays a du mal à se stabiliser sur le plan politique et sur le plan constitutionnel, Monsieur Traoré. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, bonjour à tous vos téléspectateurs des parts du monde. Eh bien, effectivement, le Mali est confronté à ces triples défis, si je peux dire ainsi, crise politique au plan institutionnel, mais aussi défis sécuritaires, mais aussi défis sanitaires avec le Covid-19. Effectivement, ce deuxième coup d'État est intervenu après celui qui a eu lieu le 18 août 2020, qui a mis fin donc, au mandat, ou qui a écourté, disons, le mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, avec une junte donc, qui a pris le pouvoir, et par la suite, et l'intervention, l'entremise de la négociation menée par la CEDEAO, et bien, finalement, une solution avait été trouvée, où la transition, il y avait eu un président civil du nom de Bandao, avec un premier ministre Mokhtar Wan, et qui ont mené la transition pendant 9 mois. Mais malheureusement, pendant ces 9 mois, il y a eu beaucoup de difficultés d'ordre politique, d'ordre social, mais aussi d'ordre économique. D'ordre politique en ce sens que cette transition n'a pas su mener le dialogue avec les autorités, avec les différentes classes, la classe politique, mais aussi la société civile, et si bien que le mouvement RFP, donc, qui a mené tout ce combat, qui a abouti à la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta à cause des problèmes de gouvernance que le pays connaissait, eh bien, cette transition sous le président Bandao n'a pas su répondre à toutes ces aspirations. Eh bien, il y a eu finalement ce coup de force, si on peut l'appeler ainsi, mené par Assimi Goïta, qui est le même qui a dirigé la junte pendant le premier coup d'État. Donc, de coup d'État en coup d'État, finalement, le pays se retrouve dans la case des départs, on va dire ainsi, de telle sorte que le pays est confronté donc, à organiser des élections libres et transparentes pendant 9 mois à venir, parce que la transition a été calée sur 18 mois, eh bien, on en est à 9 mois. Donc, pendant ces 9 mois, le défi reste à organiser des élections libres et transparentes pour que le pays puisse se doter des institutions démocratiques, d'une part, mais aussi, d'autre part,
de mener des grandes réformes qui le régime sortant n'a pas pu réaliser, notamment la révision constitutionnelle, eh bien, l'application de l'accord de paix avec les différents groupes armés, mais aussi la réforme administrative, parce que le Mali, comme vous le savez, un pays vaste, qui fait 3 fois la France, 1 240 000 km², qui est confronté à ces défis de réorganisation territoriale et administrative. Et cette réforme aussi également n'a pas eu lieu. Et sans oublier bien sûr les textes majeurs comme le code électoral, mais aussi la loi qui régit le régime des presses et de la presse, le régime des presses et des lieux de presse et la charte des partis politiques. Donc bref, tous ces grands chantiers, pendant 9 mois, n'ont pas trouvé de début de solution, si bien que la centrale syndicale, l'Union nationale des travailleurs du Mali, avait déclenché aussi, au plan social, un mouvement de grève qui entend faire entendre sa voix, parce qu'il s'entend cette injustice au sommet de l'État où les trains de vie de l'État n'ont pas été réduits et qu'au niveau social, les travailleurs n'ont pas gain de cause au niveau de l'augmentation des salaires, avait déclenché aussi une grève qui tendait vers une grève illimitée, mais qui finalement, avec ce coup de force, du coup, l'UNTM a suspendu son mot d'ordre de grève en attendant qu'il y ait de nouvelles élections, en attendant qu'il y ait de nouvelles autorités et qu'ils puissent discuter avec la centrale syndicale. Donc bref, voilà un peu le contexte de la situation du Mali. Donc il y a eu hier le sommet des chefs d'État, si vous permettez, donc, qui s'est réuni en urgence au chevet du Mali. Donc ce sommet des chefs d'État a décidé, en fin de compte, de reconduire, d'entériner Assimi Goïta comme président de la transition, décision qui avait été prise d'abord par la Cour constitutionnelle du Mali, qui a estimé la vacance de pouvoir et qui a estimé que le vice-président peut assurer les charges et les prérogatives du président de transition. Et ce qui a été fait et qui a été entériné aussi au niveau des chefs d'État, même si ça n'a pas été expressément déclaré au niveau du communiqué final. Et d'autre part, le communiqué final, donc la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé que le chef de la transition, Assimi Goïta, puisse choisir un Premier ministre de profil civil et qui puisse mettre un gouvernement inclusif en place et organiser les élections libres et transparentes dans les 9 mois à venir, et ensuite faire en sorte que la transition aille au bout, mais n'aille pas au-delà des 18 mois. Merci, Monsieur Traoré. Général du Mali pour l'instant. Oui, merci Monsieur Traoré. Vous parliez maintenant de cette importance d'organiser aujourd'hui des élections libres et transparentes. Monsieur Kosivi, je vais vous donner la parole. On va essayer de planter le décor un petit peu sur la place que peut avoir l'Afrique en tant que force continentale, en tant que force régionale, avant de parler des forces locales ou nationales. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a justement ce genre de conflit dans plusieurs pays, qu'il y a une instabilité politique, une instabilité sécuritaire dans d'autres, que le continent a aujourd'hui du mal à se placer sur la scène internationale. On parle de l'Afrique émergente. Est-ce aujourd'hui une réalité ou une utopie, Monsieur Kosivi? Voilà. Et l'Afrique a un potentiel extraordinaire et pour, non pas s'imposer, mais pour occuper une place honorable à côté des grandes puissances européennes, américaines, asiatiques. L'exemple le plus frappant est celui de la Corée. Et il paraît que dans les années 60, la Corée avait le même PIB que le Ghana, par exemple. Et donc, en 60 ans, on a vu que, la Corée, qui est relativement petite en superficie, en population, a su occuper une place dans le concert des nations. Donc, ce que la Corée a pu faire avec sa taille, le continent africain peut le faire. Et moi, j'en suis persuadé. Il y a un potentiel. Mais pour transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique, il faut, je dirais par exemple, pour l'énergie potentielle et hydroélectrique, il faut des turbines. Bon, il faut pouvoir transformer ce qui est potentiel en ce qui est réel, et pour pouvoir transformer. Et là, c'est le défi que à la fois les dirigeants, mais aussi les sociétés
et disons que les responsables civils et économiques africains doivent gagner. Et on ne doit pas laisser... excusez-moi, une minute et un petit problème avec mon écran. Mais nous vous recevons encore. Le temps que vous répariez votre caméra, on vous retrouve, Monsieur Kossivi. Je reprends le débat avec vous ici sur le plateau, Monsieur Lamari. Le défi de l'émergence est une attente majeure aujourd'hui qui fédère les décideurs africains. Pourtant, sa réalisation reste encore freinée par plusieurs facteurs, comme on vient de les citer. Aujourd'hui, il faut passer par une bonne gouvernance, par une situation stable politiquement, par une croissance, aujourd'hui, on le sait, en Afrique peu génératrice d'emplois. Il y a plusieurs facteurs qui freinent le développement de l'Afrique. Justement, c'est la raison pour laquelle que l'Afrique doit aujourd'hui amorcer une nouvelle mutation qualitative pour s'adapter aux mutations et aux réalités nouvelles, réalités politiques, économiques, socio-culturelles. Et il va falloir aussi définir la place et le rôle de chacun de ces composantes d'Afrique. Citoyens, gouvernements, société civile, les investisseurs. Donc on doit définir la place et le rôle de chacun et la contribution, la participation consciente à l'effort général qui doit être engagé par nos peuples, par nos gouvernements et particulièrement par la société civile, tous les acteurs de la société civile, de manière à ce que la société civile compte s'impliquer et se transformer en véritable force. Alors aujourd'hui, vous insistez énormément sur la société civile. Vous en avez longuement parlé lors de la Journée internationale de l'Afrique. Il faut savoir que l'Afrique aujourd'hui représente plus d'un milliard d'habitants et 50%, je le disais, des habitants sont âgés de moins de 18 ans. 50% de ces habitants auront 25 ans d'ici 2050. C'est une véritable richesse. Aujourd'hui, il faut compter sur cette jeunesse. Vous pensez que cette jeunesse peut faire face à tous les défis qui attendent l'Afrique? De toutes les manières, la jeunesse sont les véritables artisans du changement en Afrique. L'histoire a prouvé ça dans la décolonisation et la libération de l'Afrique. C'était les jeunes qui ont un peu amorcé la guerre de libération et la libération totale du continent. Et aujourd'hui, on assiste à une dynamique de la jeunesse qui un peu s'emploie pour un peu reprendre le flambeau de la liberté et le flambeau de la construction de la nouvelle Afrique. Est-ce qu'on peut comparer entre cette jeunesse qui luttait à l'époque pour un idéal, pour l'indépendance, avec la jeunesse d'aujourd'hui? On n'est plus dans le même état d'esprit. Je pense que dans l'élite, si, dans l'élite. Dans l'élite de la jeunesse, il y a toujours cet idéal de panafricanisme. L'africanité est bien ancrée dans le mouvement de la jeunesse. Ce qu'il faut peut-être mettre en relief, c'est le rôle des acteurs de la société civile et de jeunesse. C'est de gérer d'une façon responsable et réfléchie et en toute responsabilité et sérénité les conséquences des changements et des mutations qu'ils ont engendrés eux-mêmes. Et peut-être aujourd'hui, il faut créer les mécanismes et les moyens de cette politique, à savoir donc il faut élaborer une nouvelle des nouvelles structures, une nouvelle conception de voir les choses et un nouveau cadre juridique et statutaire de manière à ce que les agents spécialisés, par exemple en matière de jeunesse, en matière de travailleurs, des femmes, des différentes composantes de la société civile plurielle, il faut qu'ils soient représentés. Qu'ils soient non seulement représentés, mais qu'ils aient une nouvelle vision qui s'adapte à la réalité actuelle. C'est pour cela que je pense que nous, après consultation avec beaucoup d'Africains, nous appelons à la création d'un observatoire de la société civile. Avant de venir à comment doit s'organiser la société civile, Monsieur Lamari, je vais vous laisser détailler en deuxième partie votre proposition. Mais aujourd'hui, d'où est-ce que doit venir le changement? Est-ce que c'est la société civile aujourd'hui qui doit agir pour le changement? Ou est-ce que déjà il faut lui offrir une stabilité politique, sécuritaire, une croissance économique? Dans quel sens le changement doit s'opérer, Monsieur Etmouhoub? On parle beaucoup aujourd'hui de l'opinion publique qui est importante.
qu'on doit prendre en considération. Donc déjà, le concept de la société civile en Afrique n'est apparu est nouveau, n'est apparu que après les années 90. En effet, là, c'est la responsabilité déjà de la société civile pour stabiliser les pays, les États-nations. Déjà, c'est leur rôle premier. Sinon, c'est l'effondrement. D'abord, il faut faire quelques constats concernant le continent. Il y avait des politiques qui ont été engagées de développement, qui ont été engagées juste après l'indépendance de beaucoup de pays africains. Le modèle engagé politique, d'organisation politique et de gouvernance a fait son temps. Aussi, la politique volontariste des États, les politiques volontaristes des États pour le développement aussi ont montré leurs limites. Mais malheureusement, l'apparition de la notion de la société civile, ça a commencé dans les années 70, mais réellement on a commencé à parler de société civile en Afrique dans les années 90. C'était un petit peu le deal de Washington, 1989. C'était pour planter le décor pour la transition démocratique pour les États autoritaires. Et une bonne partie de ces États étaient en Afrique. Et malheureusement, c'est des États qui émergeaient d'un mouvement de libération nationale où il y a eu le culte de la personnalité, où certains leaders se voyaient un petit peu dépositaires de la notion nation, dépositaires du nationalisme, et ça a conduit à des États non fiables, à une mauvaise gouvernance, à beaucoup de maladies, dont la corruption, les pandémies, laisser les richesses de l'Afrique dilapidées par d'autres puissances, etc. Cette société civile, justement, est apparue dans ce contexte de transition. Dans avec certains les élections, avec le multipartisme, oui, exactement. Dans certains pays, elles ont joué un rôle extraordinaire. Je prendrai comme exemple le Rwanda. Oui. Le Rwanda, après une guerre civile qui a coûté 1 million ou plus de citoyens morts, cette société civile a été là pour la reconstruction du pays. Aujourd'hui, on voit le Rwanda comme un pays émergent, comme un bon exemple pour l'Afrique. Ailleurs, la société civile a eu un rôle, disons, parcellaire. Dans certaines situations, on a remarqué une certaine dépendance de certains ONG extérieurs, et le financement extérieur aussi a joué négativement sur la stabilité de certains pays. Je cite ici les pays du Sahel. Les pays du Sahel. Donc, aussi, la notion de société civile, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas toujours, c'est-à-dire comme ça, un chèque à blanc, on dira la société civile va jouer un rôle pour le développement du pays. Elle jouera un rôle pour le développement du pays quand cette société est l'émanation réellement de la population et qu'elle se construit réellement sur des volontés des élites de ce pays qui n'ont pas de fil à la patte, comme on dit, et qui ne sont pas inféodés à des puissances étrangères. Donc je dirais que la société civile africaine a un rôle à jouer. Aujourd'hui, il y a des parcelles, si vous voulez, de souveraineté qui ont été arrachées après de luttes, après les États post-coloniaux. Je citerai par exemple l'organisation l'Unité africaine. Cette organisation est une organisation globalement positive pour le continent. Elle est en train de travailler dans le sens d'affranchir un petit peu le continent de la pesanteur de l'intervention étrangère, qui n'est pas toujours positive, qui est là et qui complique un petit peu la situation. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Niger, on l'a vu au Tchad, on l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu aussi au Libye, on l'a vu ailleurs. Cette organisation aussi gagnerait à développer son action en Afrique. Elle a son calendrier de développement pour l'an 2063, avec des actions ponctuelles pour améliorer la bonne gouvernance, pour développer l'industrie, l'agriculture, et pour surtout impliquer la société civile dans ce modèle de développement en Afrique. Et c'est là où je rejoins un petit peu ce que disait tout à l'heure M. Ammari. La société civile doit s'organiser dans l'esprit du développement du pays, quelle est sa part dans le développement, pas comme
on l'a conçu au départ comme un contre-pouvoir, c'est-à-dire contre-pouvoir dans le sens de contradiction avec l'État, c'est-à-dire dans le sens d'empêcher toute politique souverainiste de l'État. On peut être un contre-pouvoir sans être en contradiction avec l'État. Voilà. C'est pour s'assurer d'une bonne gouvernance, d'une lutte contre la corruption. Exactement. C'est dans ce sens qu'elle doit jouer son rôle. Un contre-pouvoir positif. Oui. Alors, Monsieur Kosivi, je vous redonne la parole. Je pense que vous avez eu le temps d'arranger votre caméra. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le changement peut venir justement de cette jeunesse qui compose essentiellement 50% de la population en Afrique? Oui, et absolument. Et en ce qui concerne les pays francophones où l'influence de la politique africaine de la France est très forte, contrairement à d'autres anciennes puissances coloniales comme l'Angleterre ou bien le Portugal, qui n'ont pas la même présence dans les anciennes colonies, eh bien, et dans ces pays francophones, on voit que c'est la jeunesse qui fait bouger les lignes. Au point qu'il y a 2 jours, quand le président français était en visite officielle et en Afrique du Sud, il s'est adressé à la jeunesse africaine parce qu'il sent que c'est la jeunesse qui veut faire bouger les lignes de la politique officielle. Donc, on doit compter avec la jeunesse. De nos jours, la jeunesse s'exprime surtout à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers des manifestations. Et donc, la jeunesse constitue, je dirais, le fer de lance et d'une critique de ce qui se fait, de ce qui ne va pas. Mais jusqu'à maintenant, les critiques portées par la jeunesse portent sur des affaires politiques. Et pour gagner en efficacité, la jeunesse aurait intérêt à porter les critiques sur des affaires sociales et économiques. Et je vais prendre un exemple, la fiscalité. Eh bien, tous les régimes en place favorisent des entreprises extérieures qui ne contribuent presque en rien au budget des États. Alors que ces entreprises étrangères, eh bien, ils créent beaucoup de richesses dans ces pays, mais qu'ils exportent. Eh bien, ce problème de la justice fiscale n'est pas pris après le corps par la jeunesse. La jeunesse peut imposer aux dirigeants une justice fiscale et qui soit, je dirais, proportionnelle à la création de richesses. Malheureusement, cette création de richesses est entièrement exportée par les sociétés étrangères qui créent de la richesse dans ces pays. Et c'est d'autant plus regrettable que la création de richesses par les sociétés étrangères dans ces pays est comptabilisée dans le PIB, mais le pays n'en profite pas du tout. Donc, c'est un point sur lequel la jeunesse doit monter au créneau pour qu'il y ait une meilleure justice sociale et donc une meilleure redistribution de la création de richesses. Bien sûr, il y a aussi les questions de corruption qui existent dans tous les pays africains. Depuis l'Algérie. Je pense, mais bon, l'Afrique. Voilà. Voilà, oui, on parle du corrupteur également. Oui, continuez, Monsieur Kosivi, on vous écoute. Voilà, donc il disait que, à part la justice fiscale, la jeunesse devrait s'attaquer à la question de la corruption. Et dans tous les pays africains, c'est vraiment un cancer et qui risque d'empêcher le développement de l'Afrique si vraiment on ne prend pas à bras le corps ce problème. Et vraiment, j'incite la jeunesse à prendre à bras le corps le problème de la corruption, le problème de justice fiscale, bien sûr le problème de création d'emplois, parce que c'est des choix de la part des dirigeants politiques de créer de l'emploi. Et on sent qu'il n'y a pas assez de volonté de la part des dirigeants actuels africains de créer de l'emploi. Et en Asie, on voit qu'il y a des créations d'emplois. Et dans le offshore, bon, les dirigeants africains ne font pas assez. Et donc, ils doivent être, je dirais, aiguillonnés, les dirigeants, par la jeunesse africaine, par les sociétés civiles, pour des créations d'emplois beaucoup plus massives, même dans un domaine classique comme l'agriculture. Et l'État doit intervenir pour aider à la mécanisation, à l'organisation plus efficace de la production agricole.
On parlera de l'emploi un peu plus tard, hein, Monsieur Kossivi. Je voudrais d'abord avoir l'avis de Monsieur Traoré sur la place que peut avoir la jeunesse malienne aujourd'hui. Hein. On sait qu'il y a cette intrusion hein, des puissances, des anciennes puissances coloniales au Mali notamment. Comment peut réagir la société civile ou comment réagit la société civile face à cela? Est-ce qu'il lui faudrait d'abord un cadre où elle pourrait évoluer dans un cadre bien sûr de bonne gouvernance, de sécurité? Ou est-ce que le changement peut venir de la société civile? Oui, à mon avis, le changement peut venir de la société civile, en ce sens que cette société civile doit s'organiser. On l'a dit, Monsieur Lamari, votre deuxième invité, j'ai oublié son nom, eh bien, ils l'ont bien souligné. Effectivement, il faut aller vers cette réorganisation de la société civile. Autrement dit, le cas du Mali, par exemple, eh bien, cette jeunesse doit prendre sa responsabilité pour faire en sorte que, eh bien, d'abord, que les Maliens puissent régler leurs problèmes à l'interne, qu'il n'y ait pas de solutions imposées à l'extérieur qui peut nous amener vers des intérêts géostratégiques pour faire vers de grandes puissances. Autrement dit, la situation du Mali est telle qu'aujourd'hui, eh bien, cette jeunesse doit jouer un rôle d'éveil, mais elle ne peut pas jouer ce rôle d'éveil tant qu'elle n'est pas organisée, tant qu'elle ne se mobilise pas, et de faire en sorte qu'elle ne soit pas embrigadée par tout pouvoir qui accède donc, au sommet de l'État. Autrement dit, la situation est telle qu'aujourd'hui, par exemple, on a vu avec le passé les différents régimes qui essaient d'embrigader la jeunesse pour faire taire sa voix. Ce qui est très grave et dommage par rapport au combat que la jeunesse doit mener. La jeunesse doit rester mobilisée et faire en sorte qu'elle se donne un cap. Le cas du Mali, par exemple, c'est de faire en sorte que les élections futures soient réellement démocratiques et transparentes. Ce qui n'a pas été le cas en 2018 et qui a été une des raisons justement de la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Les élections ont été truquées, les élections ont été mal organisées et la Cour constitutionnelle à l'époque s'est prêté le flanc de telle sorte qu'il y a eu une injustice et de graves frustrations au point que, eh bien, on a invalidé des résultats dans des circonscriptions pour faire passer des candidats du parti au pouvoir. Donc cette injustice, la jeunesse doit faire en sorte que les élections à venir ne se reproduisent pas. Elle peut mener ce rôle que lorsqu'elle s'organise et de faire en sorte qu'elle ne soit pas embrigadée par quelques postes politiques qu'on peut donner ça et là à quelques leaders de jeunes et pour biaiser en quelque sorte sa lutte. La jeunesse doit être très vigilante par rapport à ça, qu'elle ne soit pas embrigadée du tout par tout pouvoir. Donc elle doit garder son autonomie. Au-delà de ça, par rapport, vous avez fait allusion à la situation de la France par rapport au Mali, effectivement. Quand vous avez entendu la veille donc, du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, le président Macron qui a mis en exergue sa menace en disant que la France n'est pas prête à rester auprès d'un régime moins démocratique et qui manque de légitimité. Oui, je pense que c'est des moyens de pression. Cette forme de gouvernance de nos États, on doit aller au-delà de ça, de telle sorte que c'est-à-dire qu'à l'interne, il faut que nous soyons mieux structurés au niveau société civile, mais aussi partis politiques, et faire en sorte que nos États soient gérés de telle sorte qu'on n'a pas besoin de l'apport extérieur ou de pression qu'on peut brandir. L'exemple typique que l'autre intervenant il a cité, c'est le cas du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda mène sa gouvernance de telle sorte qu'elle n'a pas besoin de l'extérieur. Et c'est ce qu'il nous faut dans nos États, que nos sociétés, que ce soit la société civile, mais aussi la classe politique, de s'organiser de telle sorte qu'on puisse avoir une vision qui amène une sorte de gouvernance de telle sorte qu'on n'a pas besoin de l'extérieur. Et cela interpelle d'abord nos propres autorités pour plus d'exemplarité, pour plus de redevabilité, de telle sorte qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas de mauvaise gestion des affaires et des ressources de l'État. Quand vous regardez nos États en Afrique, d'une manière générale, je quitte le cas du Mali, je tends sur l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres.
Et c'est cette contradiction que nos dirigeants doivent voir en eux et que les sociétés civiles doivent avoir le cap rêver sur ça, de faire en sorte que cette richesse de l'Afrique, vous l'avez dit, 50% de la population de l'Afrique a moins de 18 ans. C'est une richesse formidable. Oui. Vous avez toutes ces richesses à travers l'Afrique, que ce soit l'or, le coton, le diamant, le pétrole, le gaz. Et toutes ces richesses naturelles sont disséminées à travers l'Afrique aujourd'hui. Malheureusement, qui sont mal exploitées et mal gérées sur le plan géopolitique, avec l'intervention justement des grandes puissances qui interviennent. Justement, M. Traoré, ces richesses, justement, c'est un peu ce qui explique la convoitise des anciennes puissances coloniales, et pas que. Il y a d'autres pays maintenant qui s'intéressent à l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il faut se défaire, arriver à s'en défaire de cette mainmise des anciennes puissances coloniales? Oui, M. Lamari. Je pense que c'est vrai, comme disait M. Bakare, en Afrique, le colonialisme, l'apartheid et le sionisme nous ont imposé pendant des décennies, si ce n'est pas des siècles, des valeurs qui n'étaient pas les nôtres, qui n'étaient pas celles des peuples d'Afrique. Les anciennes puissances coloniales aussi, ces derniers temps, doublent de férocité, créent un climat de tension par-ci, d'instabilité par-là. Elles arrivent sous un nouveau visage, d'insécurité en Afrique. Le pourquoi? C'est pour mieux récupérer les richesses, pour mieux donc récupérer illégalement les richesses naturelles et les ressources naturelles d'Afrique. Les formes, aujourd'hui, elles sont ouvertement nettes. Ces formes sont l'instabilité, la déstabilisation des États, encourager le terrorisme, mettre la drogue sur tout le territoire africain et en milieu de jeunesse. On l'a vu après la déclaration du président français qui se désengage. Menacer l'intégrité des territoires, des États, et encourager des manœuvres de division de l'unité nationale, diviser le peuple, casser l'unité nationale des États, casser les États-nations, et tout ça pour arriver à toucher le maximum de citoyens qui sont aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il ne faut pas laisser la jeunesse et la société civile livrée à elle-même. Tout à l'heure, quand j'avais dit qu'il faut aller vers un mécanisme pour mieux aider et assister, pas politiquement comme paternalisme ou embrigadement, mais assister sur le plan matériel pour ne pas laisser cette société civile livrée à elle-même. Parce que si on la laisse dans la nature comme ça, c'est des gens qui ils ont beaucoup de capacités, de travail, de force, qui veulent... Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de la société civile africaine alors qu'on n'en a pas parlé ces dernières années? Pourquoi maintenant? On a tout le temps activé et encouragé la société civile, sauf qu'on ne s'est pas préoccupé. On ne lui a pas donné sa chance. Mais avant, il y avait le mouvement panafricain de la jeunesse, il y avait l'organisation des femmes panafricaines, il y a les syndicats, il y a le Parlement de la société civile. Il y a beaucoup, mais on les a laissés un peu, on les a délaissés. Les gouvernements et les responsables politiques des États africains les ont délaissés, de telle sorte ce vide a été pris en charge par des ONG. À caractère international qui sont là pour s'infiltrer à travers ces ONG pour casser la dynamique de développement des pays africains, ou bien pour un peu les instrumentaliser à travers des officines, toujours à travers des financements, soi-disant de projets, mais même dans le projet, quand ils donnent des financements, 80% de ce financement il revient à des volontaires et des ONG européens qui viennent les prendre soit sur le plan humanitaire, économique, social ou bien... Donc, finalement, aujourd'hui, il faut miser sur le développement au niveau local, national, pour permettre... Enfin, on dit bien que la société civile reflète la bonne santé d'un gouvernement, d'une bonne gouvernance. Exactement. Je crois que la société civile africaine, maintenant, est devant un dilemme. Ce dilemme, c'est celui-là. D'abord, il y a certains États qui ont des doutes, qui un petit peu stigmatisent la société civile en disant qu'elle est inféodée à l'extérieur, financée par l'extérieur.
En partie, le discours est vrai, mais on ne fait rien pour l'émergence d'une véritable société civile authentiquement nationale. Oui. Authentiquement nationale. J'ai en esprit ce qu'a dit Aminata Traoré, la Malienne. Elle dit que le Mali, ce n'est pas un pays pauvre, c'est un pays appauvri. Oui. Et là, ses richesses, il peut, grâce à ses richesses, se développer comme tous les pays du monde. Mais la même mise de certaines puissances qui sont toujours là, avec un discours démocratiste, mais ils sont là pour piller plus les richesses de ce pays. J'ai le modèle du Niger en tête, quand il y a eu le président Tandja. Le président Tandja, il a suffi qu'il dise que l'uranium du Niger, une partie d'uranium doit revenir au peuple du Niger. Il y a eu un coup d'État. C'est pour vous dire que les coups d'État, généralement, ce n'est pas le fait des institutions militaires souveraines africaines, c'est des fois, ils sont suscités des fois, la même puissance étrangère, elle est d'accord avec un coup d'État, comme c'est le cas du Tchad actuellement. Oui. C'est une succession monarchique, quasi monarchique au Tchad. C'est le fils du président assassiné qui a pris le pouvoir. On ne parle pas d'un coup d'État, on ne parle pas... Si la même puissance... Et là, la société civile réagit. Hein. Elle demande à ce qu'il y ait une prise de position elle demande plus d'implication de l'unité africaine. Et je reviendrai sur l'unité africaine, parce que là où l'unité africaine s'est impliquée, il y a eu stabilité. Et j'ai à l'esprit ici le cas du Darfour. Le cas du Darfour, quand l'unité africaine, le Conseil de sécurité de la paix africain, en 2004, s'est impliqué dans cette crise, il y a eu une mission d'observation du cessez-le-feu qui s'est transformée en mission de maintien de la paix. Il y a eu des unités africaines déployées. Aujourd'hui, le Darfour est stable. Mais ce n'est pas le cas dans les pays où d'autres puissances étrangères se sont impliquées. C'est le cas de la Libye. La Libye, depuis 2012, a connu une instabilité terrible, une guerre civile qui commence, heureusement, on voit le début de l'épilogue en Libye, mais l'implication des puissances étrangères a compliqué la situation. C'est le cas du Mali aussi. La même puissance étrangère qui dit que le coup d'État est valable au Tchad, elle dit que le coup d'État n'est pas valable au Mali. C'est le discours... Selon les intérêts. Et c'est la même puissance étrangère qui a destitué Gbagbo, qui était le président légitime à la Côte d'Ivoire. Donc là, ce discours démocratiste de société civile, etc., ne tient pas trop la route quand il est distillé de l'extérieur. Donc il faudrait aller vers des politiques nationales d'émergence de cette société civile. Et en Afrique, on a cette chance aujourd'hui d'avoir cette organisation de l'unité africaine qui doit, d'ailleurs au Tchad, la société civile au Tchad demande à l'Afrique de l'unité africaine de s'impliquer plus dans la crise tchadienne parce qu'elle voit en cette organisation panafricaine un instrument de stabilité pour leur pays. Donc c'est pour vous dire que les solutions, quand elles viennent de l'Afrique, elles sont viables. Oui. Aujourd'hui, Monsieur Kosivi, voilà, comme on le disait tout à l'heure, c'est cette implication ou cette intrusion des anciennes puissances coloniales ou d'autres pays. Maintenant, chacun veut sa part du gâteau. On le voit en Libye, toutes les puissances qui se sont mêlées dans le conflit. On voit aussi d'autres pays, la Chine, il y a la voie asiatique qui est aussi présente en Afrique, mais pas sur le plan politique, uniquement sur le plan commercial. C'est peut-être là toute la différence. Aujourd'hui, il faut réussir à créer chez ces jeunes ce nationalisme propre à l'Afrique. Oui, absolument. Bon, je crois que la concurrence qui s'est établie entre les grandes puissances à propos de l'Afrique, et c'est une chance que les Africains et les sociétés civiles doivent exploiter. Et pour cette concurrence peut aider l'Afrique à en tirer un meilleur profit. Parce que quand il y a un monopole d'une seule puissance, notamment une ancienne puissance coloniale, il y avait le pays, et bien les dirigeants n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais quand il y a une concurrence, eh bien, on peut faire jouer la concurrence internationale pour un meilleur profit du pays. Prenons par exemple l'exemple du Sénégal. Il paraît que quand on a découvert d'énormes gisements de gaz, eh bien, les autorités ont fait appel à une
sociétés de consulting international pour choisir d'une manière, je dirais, de manière rationnelle, eh bien, les exploitants qui pourraient le plus garantir des revenus à l'État. Et cette société de consulting a établi un ordre au profit de l'État, mais apparemment, sous des pressions extérieures, eh bien, le gouvernement du Sénégal n'a pas tenu compte de cette rationalité et a choisi une société qui a été établie 5e pour lui accorder le contrat. Voyez, donc le Sénégal a raté une bonne utilisation de la concurrence internationale pour le profit du pays. Et donc, moi, j'estime que c'est bien que de grandes puissances s'intéressent à l'Afrique. Maintenant, c'est à nous d'être assez clairvoyants bien, pour jouer de cette concurrence en faveur des pays africains pour que, par exemple, des sociétés étrangères viennent créer de la richesse, et bien, pour qu'il y ait un retour, une distribution de cette richesse la plus grande possible. Donc, si un gouvernement africain doit choisir entre plusieurs sociétés étrangères qui veulent s'installer dans le pays pour créer de la richesse, eh bien, il doit privilégier celle qui promet une plus grande redistribution, celle qui promet, par exemple, d'engager le maximum de travailleurs. Donc, ces critères de profit pour le peuple doit être plus sérieusement examiné par les dirigeants africains, mais ce n'est pas le cas actuellement. Et là, il faut que la société civile fasse pression sur les dirigeants pour que cette concurrence soit bien jouée. Bon, dans le cas du Mali, on parle beaucoup de la sécurité du Mali, puisque l'ancienne présidente coloniale est là depuis près depuis 9 ans, mais les résultats sont mitigés. Bon, donc pour la sécurité du pays, si les dirigeants veulent faire appel à d'autres puissances qui peuvent mieux garantir la sécurité du pays, mais pourquoi pas? On sait que dans d'autres régions du monde, en Syrie, etc., il y a eu une concurrence internationale pour garantir la sécurité et on a obtenu des résultats. Alors, monsieur Kosivi, je vais vous reprendre sur cette idée parce qu'on a beaucoup d'a priori et de clichés un peu sur l'Afrique. On dit, quand on parle des régions du Sahel, on dit souvent que c'est une région de terrorisme où règne l'insécurité. Or, sur le plan économique, c'est une des régions qui reste la plus stable économiquement et prospère sur la croissance économique. On oublie souvent ce facteur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est clair que l'insécurité militaire, disons, décourage les investisseurs et l'insécurité militaire est un grave fait. Donc, il faut résoudre d'une manière propre l'insécurité. Jusqu'à maintenant, les solutions qui ont été proposées pour résoudre la question de sécurité au Sahel, ça n'a pas donné des résultats satisfaisants. Eh bien, il faut s'inspirer de ce qui s'est passé, par exemple, au Moyen-Orient et en Syrie. Et par exemple, bon, la concurrence entre les grandes puissances pour assurer la sécurité, eh bien, ça a donné des résultats en Syrie. Donc, moi, j'estime que le Mali doit examiner froidement les divers possibilités offertes par la concurrence internationale. Merci à M. Kosivi. Oui, M. Si votre invité me permet d'ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce qu'il vient de dire, l'implication des forces étrangères, notamment au Mali. Entre l'opération Serval et l'opération Berkane, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont. L'opération Serval a été accueillie à grande pompe à Bamako. La jeunesse malienne croyait que cette armée est venue sauver le Mali du chaos islamiste, du chaos des terroristes qui sont venus du Nord, qui voulaient investir la capitale. Mais depuis 2014 à aujourd'hui, on voit que la stabilisation du Mali, sur le plan sécuritaire, reste toujours un objectif qui n'est pas atteint. Aujourd'hui, on a beaucoup de morts au nord.
le Nord reste sous-administré et on peine à mettre en œuvre si vous voulez, l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, le comité de suivi n'arrive pas complètement à concrétiser toutes les recommandations de l'accord d'Alger. Donc, c'est à se poser pourquoi cette situation. Cette même jeunesse qui a applaudi en 2014, on voit aujourd'hui dans les rues de Bamako, elle dit non, l'étranger ne doit pas rester chez nous. L'étranger n'a ramené que malheur et la solution doit être une solution malienne entre les forces maliennes et dans la société malienne et entre les élites politiques maliennes. La même chose au Burkina Faso. Le même constat aussi au Niger. Cette présence des forces Barkhane dans le triangle, ce qu'on appelle maintenant le triangle de la mort, qu'est-ce qu'elle a ramené? Jusqu'à hier, déjà, il y a eu un attentat terroriste au sud du Mali. Les attentats étaient au nord, maintenant on passe au sud du Mali. Donc c'est pour vous dire, monsieur, que la présence étrangère dans cette région est négativement perçue par la population. Donc c'est ce qui n'améliore pas le climat social, ce qui ne ramène pas une stabilité et ce qui ne permet pas d'aller vers une gouvernance saine, une gouvernance par les populations autochtones et par eux-mêmes. Oui. Votre avis sur la question? Oui, monsieur Lamari, d'abord, je vous donnerai la parole après, monsieur Traoré. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui une démarche néocoloniale en Afrique, malgré les richesses qui sont énormes dans le continent africain, mais il y a une démarche néocoloniale qui vise aussi à confiner nos peuples, les peuples d'Afrique, dans la misère et la pauvreté. Ceci pour déstabiliser encore davantage les pays et encourager les contre-révolutions à un peu suivre le chemin des colonisateurs. De même sorte que donc face à cet enjeu fondamental et pratique coloniale dangereuse et tentative de division et de retour de ce néocolonialisme et sionisme en Afrique, encouragé, il faut le reconnaître aussi parfois par certains gouvernements qui sont à la solde ou bien qui ont été placés de force ou bien qui ont mis leurs enfants et qui sont là pour servir plus ce retour néocolonial que les intérêts des peuples africains et des citoyens africains. Donc là, c'est ça l'idéal de cette société civile et de cette jeunesse. Elle doit se mobiliser, elle doit agir, elle doit rester unie pour contrer. Et c'est difficile de contrer tout ça parce que nous n'avons pas les capacités et les moyens qu'il le faut. Et parfois, on vient pour faire de la diversion, par exemple, encourager des jeunes à aller des haragas ou bien mettre... Monsieur Lamari, quand vous dites aujourd'hui qu'il faut que la société civile puisse évoluer dans un cadre réglementaire, en créant un observatoire. Aujourd'hui, la jeunesse, je pense, en Afrique, a besoin d'abord d'avoir confiance dans ces institutions. Et aujourd'hui, si on doit parler des institutions sur le plan continental ou régional, on voit l'Union africaine qui n'arrive pas aussi à peser de tout son poids sur la scène internationale. Donc, comment aujourd'hui rétablir cette confiance entre la jeunesse et ces institutions? Je pense que c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. Oui, il ne s'agit pas durant les sommets des chefs d'État, de ramener des associations d'organisations non gouvernementales africaines, de les faire assister, écouter. C'est pas ça. Il faut leur donner la chance de les associer dans la prise de décision, et surtout les jeunes, parce que ils sont imaginatifs, ils sont créatifs, c'est la force inépuisable en Afrique, c'est l'avenir demain. Donc, et ouvert sur les technologies en plus. Voilà, l'ouverture des technologies. Donc, moi je pense que face, en plus de l'Observatoire civil qui aujourd'hui est nécessité pour être un trait d'union entre les gouvernants et la société civile et être une force de proposition qu'il faut encourager à sa création au niveau du secrétariat général de l'Union africaine. Il y a eu une tentative en 2018 qui était une approche académique qui n'a pas abouti. Mais là, il ne faut pas une approche académique. Il faut aller vraiment sur le terrain, travail de proximité citoyen avec la société civile. Mais face au danger, face au colonialisme qui menace
aujourd'hui les souverainetés nationales et notre action doit s'inscrire dans l'esprit et la lettre du mouvement populaire de libération d'Afrique. C'est-à-dire c'est un peu le Hirak africain. Le Hirak africain c'est quoi aujourd'hui? Le Hirak africain c'est un front citoyen contre le retour du colonialisme et du sionisme en Afrique. Donc c'est ça le Hirak africain. Je vais reprendre un peu un slogan qui est développé ici en Algérie dans le Hirak. Si on doit dire Rouhouga, c'est pas simplement, c'est vrai, ceux qui ont pillé les richesses, ceux qui ont volé, ceux qui ont été contre la stabilité de leur pays, mais il faut aussi, c'est le néocolonialisme, le sionisme, ceux qui viennent piller nos richesses illégalement et qui ils exploitent les richesses naturelles. Merci. Donc c'est ça, il faut un front citoyen de la société civile contre le retour du colonialisme et il faut qu'il englobe les composantes plurielles et tendances plurielles et toutes les composantes de la société civile africaine. Merci, M. Lamari. M. Traoré, il ne nous reste plus que 3 ou 4 minutes avant la fin de l'émission. Je voudrais peut-être vous relancer sur cette question de recréer cette confiance ou de créer cette confiance entre les jeunes Africains et leurs institutions. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer pour réellement favoriser l'émergence d'une société civile forte. Oui, cette émergence de société civile forte, je pense que ça passe d'abord par ce que j'avais dit, l'exemplarité de nos dirigeants et la rédivabilité. Autrement dit, nos dirigeants doivent être des modèles et de faire en sorte qu'ils doivent gouverner pour leur peuple et non gouverner pour leurs propres intérêts ou les intérêts des grandes puissances étrangères. Eh bien, j'aimerais bien répondre par rapport à cette question concernant les forces étrangères. Oui, monsieur Mahrez avait bien sûr raison. Il faut qu'on constitue ce front anticolonial. Pourquoi? Parce que les grandes puissances interviennent dans nos États que lorsque nos États sont dans les positions de déstabilisation, crise interne, crise politique, etc. Donc, quand ils n'interviennent pas avec dans une position de neutralité. Ils viennent bien sûr pour essayer d'aider ces États, mais en réalité... On a un petit souci apparemment avec la connexion avec Monsieur Traoré. Bon, j'aimerais quand même terminer peut-être sur cette note un peu positive sur l'Afrique. Je le disais tout à l'heure, on a tendance à souvent décrier la situation d'Afrique sur la pauvreté, la situation sécuritaire, l'absence de bonne gouvernance dans de nombreux pays. Mais l'Afrique a quand même tenu une croissance économique soutenue durant les années 2000. Elle était de 5%. Bon, après la chute des hydrocarbures, la crise économique mondiale, ça a chuté, mais elle est quand même restée stable à 3%. C'est peut-être pas beaucoup, mais elle est restée quand même stable à 3% sur le plan continental. Je parlais des régions du Sahel qui ont eux aussi réussi à maintenir leur stabilité économique. Donc il y a quand même du potentiel derrière tout cela. Il n'y a pas que du mauvais. Bien sûr, il faudrait voir les choses d'un œil très positif. Et on parle de chiffres, donc on n'est pas vraiment dans l'extrapolation. Bien sûr, tout le monde maintenant le dit. L'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité. C'était le berceau de l'humanité. Maintenant, on parle en termes d'avenir de l'humanité. Il faudrait que maintenant l'Afrique s'affranchisse un petit peu de la tutelle étrangère et que ne soit pas un terreau pour des expériences de guerre, ce que les Américains appellent le mutuel endiguement, c'est-à-dire des guerres internes aux Africains, des guerres civiles, etc. L'Afrique a du potentiel. Elle est en train, dans certaines parties de cette Afrique, il y a des expériences très très intéressantes de développement. Dans d'autres, il n'y a pas, on patauge encore dans le sous-développement, on patauge encore dans la corruption, on patauge encore dans la non-gouvernance. Et pour avoir une idée, il n'y a qu'à regarder l'incident qu'il y a eu à Ceuta récemment au Maroc, quand la monarchie marocaine a ouvert les frontières, croyant qu'elle allait chanter l'Espagne pour
pour sa position au Sahara occidental en laissant les migrants subsahariens passer. Mais voilà, c'est des enfants, c'est des gamins, c'est des adolescents marocains en milliers qui sont candidats à l'immigration. C'est pour dire que dans certaines parties de l'Afrique où le néocolonialisme veut nous montrer que c'est des modèles de développement, ce n'est pas le cas. Là où les États africains se sont développés, c'est là où ils ont eu des politiques souverainistes, là où la société civile a franchi de toute tutelle étrangère, s'est impliquée d'une manière franche et totale dans l'effort de développement de leur pays. Très rapidement, M. Lamari. Très rapidement, moi je voudrais rajouter 2 points. Le premier, c'est la communauté africaine à l'étranger, la diaspora. Et la diaspora est disponible, elle est là, elle est engagée, elle veut servir l'Afrique, il faut lui donner sa chance, il faut l'associer. D'ailleurs, nous avons un exemple aujourd'hui très concret de M. Traoré qui veut lancer un magazine. Monsieur Pascal qui est en France professeur de la Sorbonne, mais qui porte la voix de l'Afrique. Et le deuxième point, on ne peut pas parler de l'Afrique sans parler de parachèvement de la décolonisation totale de l'Afrique. Et parler du cas du Sahara occidental, qui reste une dernière question de décolonisation en Afrique, et où il est nécessaire, en plus que l'Union africaine mène ce combat pour l'autodétermination du peuple sahraoui, accompagne le peuple sahraoui, mais la révolution algérienne qui a été, certes, pour la libération du pays, mais elle a eu une dimension africaine. Donc c'est ce qui me pousse à dire aujourd'hui que nous devons agir en tant qu'Africains, nous devons travailler dans le cadre de la légalité internationale pour permettre à ce peuple de jouir de son droit inaliénable à l'autodétermination. Et aussi, donc, permettez-moi, le privilège de la société civile parfois, c'est de prévoir quelque chose à la manière de la société civile. Je voudrais saisir cette tribune en solidarité au peuple sahraoui, puisqu'on n'a pas le temps de développer, et à la Palestine, de prendre au nom de la société civile africaine, au nom de Bakary, qui a été tout le temps dans les camps de réfugiés avec le peuple sahraoui, au nom de Pascal aussi, et de la Palestine. En solidarité avec les peuples opprimés. En solidarité avec les peuples opprimés. Et pour nous, la libération totale du continent ne peut être libre qu'avec l'autodétermination du peuple sahraoui, qui est membre fondateur de l'Union africaine, et aussi la Palestine, qui pour l'Afrique est un membre observateur de l'Union africaine. Merci. Je pense qu'on arrive au terme de l'émission. Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps pour donner la parole à M. Kossivi. Un dernier mot, M. Kossivi, très rapidement, s'il vous plaît. D'abord, pour vous remercier pour la qualité des échanges et pour apporter dans le sens de M. Lamari, et que les sociétés civiles dans les pays africains s'organisent, prennent conscience de leurs forces, mais sans organisation, les sociétés civiles ne peuvent pas apporter quelque chose au développement. Et les sociétés civiles doivent avoir ce souci d'intervenir sur le plan de la corruption et de la justice fiscale et de la création d'emplois. Voilà. Très bien. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à notre émission ce soir dédiée à l'Afrique, l'Afrique émergente. On l'espère que ce sera une réalité. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.